Bonjour Patrick. Bonjour Eric. Très heureux de te recevoir dans les locaux du 1 et de Légende. Je rappelle pour ceux qui nous regardent ton parcours de grand reporter. Tu as été sur tous les lieux de conflit pendant de longues années pour Le Figaro. Tu as reçu le prix Albert Londres qui couronne ces reporters justement qui vont voir le réel, qui vont mettre la plume dans la plaie, comme disait Albert Londres. On a ensemble un long compagnonnage de collaboration, de journalisme, d'amitié aussi. Et tu es venu parce que nous avons consacré notre magazine Légende au président Zelensky il y a quelques semaines. Tu as écrit son portrait, un portrait assez extraordinaire, parce que comme toujours sous ta plume, on se régale de lire et puis on apprend à chaque ligne. Et on apprend notamment comment cet homme qui était une sorte d'amuseur de Coluche ukrainien, avec une enfance soviétique, est devenu au fur et à mesure l'homme qui incarne la résistance à Poutine et qui, d'une certaine manière, est un rempart contre la Russie pour l'Occident, en tout cas pour l'Europe. Alors pour commencer notre conversation, je voulais te demander comment tu avais réagi aux séquences des dernières semaines de cette fin d'été, et la première qui est le fait que ce qu'on appelle la coalition des volontaires. La coalition des volontaires, donc une trentaine de pays, surtout européens, co-dirigés par Emmanuel Macron et puis le Premier ministre anglais Stimmer, se sont réunis à Paris autour du président Zelensky pour essayer d'obtenir, sinon la paix, au moins un cessez-le-feu. Comment penses-tu que les chances réelles de paix ou de cessez-le-feu peuvent évoluer dans les jours et semaines qui viennent ? Il faut être très clair, c'est très simple en fait. Il n'y a aucune possibilité de cessez-le-feu ou de paix dans les semaines qui viennent. Et, aucune. Aucune. Pour s'en convaincre, il suffit d'écouter le discours de Moscou et de Vladimir Poutine, qui, depuis 3 ans et demi qu'il a lancé sa guerre d'agression contre l'Ukraine, n'a varié en rien sur ses demandes d'annexion, de réédition de la part des Ukrainiens et de soumission totale. En 3 ans et demi, le discours de Moscou n'a absolument pas changé. Alors, les Européens, eux, essayent de faire au mieux, mais avec une certaine faiblesse, parce qu'ils sont très embêtés. Ils sont à la fois en opposition avec les visées russes, ils sont à la fois confrontés à la nouvelle donne des États-Unis avec Trump, donc ils se retrouvent assez isolés, en fait, dans la défense de l'idéal autour du continent. Et cet isolement, on le sent dans leur pusillanimité, c'est très clair. Là, par exemple, avec la coalition des volontaires, le principe est assez simple. C'est en cas d'accord de paix, quel accord de paix, c'est pas précisé, mais en cas d'accord de paix, dans ce cas-là, il y aurait possiblement un déploiement de forces européennes en Ukraine. Or, la perspective d'un accord de paix est à peu près inexistante. Et ce que l'on a du mal à comprendre, enfin en tout cas ce que j'ai moi du mal à comprendre, c'est qu'il n'y ait pas un peu plus d'allant et que l'on ne puisse pas dire « nous allons déployer des forces européennes en Ukraine », quand bien même il n'y aurait pas d'accord de paix ou de cessez-le-feu. Pas parce qu'on peut le faire, on n'est pas obligé d'aller au front, on peut le faire sur la partie la plus bordurière européenne de l'Ukraine. Mais dans ces cas-là, vous créez un rapport de force, sans forcément prendre trop de risques, mais vous créez un rapport de force et vous faites part d'une intention, d'une volonté. Et aujourd'hui, c'est cette volonté qui est un petit peu défaillante et qui n'est pas montrée. Mais qu'est-ce qui fait que l'Europe, justement, n'a pas cette capacité à faire, à décider ? Est-ce qu'il y a des antagonismes européens trop forts et lesquels ? Alors, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs raisons qui s'additionnent. La première, il faut quand même le noter, c'est qu'aujourd'hui, l'Europe, d'une manière générale, finance plus l'effort de guerre ukrainien, d'une manière en général, que les États-Unis. Il y a une différence aujourd'hui en faveur de l'Europe d'à peu près 20 milliards d'euros supplémentaires. Donc l'Europe fait des efforts, il ne faut pas le négliger. Mais la question est-ce que l'Europe fait suffisamment d'efforts par rapport à l'enjeu ? Et l'enjeu, c'est quand même la guerre en Europe, parce que là aussi, les visées du Kremlin sont très claires. Il ne faut pas oublier une chose, c'est la continuité de la politique russe. En 2008, la Russie a agressé la Géorgie. À l'époque, Nicolas Sarkozy, qui était le président de la République, est revenu triomphant en disant « j'ai signé la paix ».
C'était en 2008. J'avoue qu'à l'époque, je regardais ça, j'étais un petit peu effaré, parce que ça n'était pas une paix, la situation était gelée, et puis rien n'était réglé. Et l'on voit qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, la Géorgie est en train de passer sous le contrôle russe complet, alors que la Géorgie, à l'époque, de manière très claire, avait signifié son attachement à l'Europe et son envie de rejoindre l'Europe. C'est fini aujourd'hui. Donc, les stratégies de Vladimir Poutine se déploient dans le temps avec une affirmation qui n'est jamais contredite. Oui, alors, et ça sera la même chose sur l'Ukraine. C'est-à-dire que Vladimir Poutine a dit, au moment de l'agression, il y a plus de 3 ans et demi, « Je veux l'Ukraine ». Il a échoué. Donc il a pris une partie de l'Ukraine. Mais il ne faut pas se dire qu'il a renoncé à prendre l'Ukraine. Il entend toujours contrôler l'Ukraine. Ça lui prendra 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais ça restera un objectif. Au jour d'aujourd'hui, on estime que 220 000 Russes sont morts au combat. C'est énorme. Énorme. Mais ça n'est pas important pour le pouvoir russe. C'est plus que l'Afghanistan ? C'est bien plus que l'Afghanistan, mais ça n'a aucune importance en Russie. Ça n'a aucune importance parce qu'il faut comprendre ça aussi, c'est que la Russie s'est mise en économie de mort. C'est-à-dire que les morts ont une valeur en Russie. Un mort permet d'acheter un frigidaire, une voiture. Il y a une économie de la mort qui s'est mise en place en Russie. C'est un pays qui s'est complètement refermé sur lui-même de manière totalement contrôlée. C'est-à-dire que tout part d'en haut, il n'y a plus aucune initiative possible par le bas, et une économie de la mort avec des budgets militaires qui sont à la hauteur de 50% du budget de l'État, une industrie qui se met en place, une économie au quotidien de la mort, c'est-à-dire qu'on connaît des cas de femmes qui se sont mariées à des gens dont elles savaient qu'ils allaient mourir uniquement pour encaisser l'argent. Ouais. Voilà, c'est ça la Russie. Et c'est à ça que l'Ukraine fait face depuis 3 ans et demi, de manière solitaire, parce que ce sont les Ukrainiens qui meurent, c'est tout, et c'est le pays qui se consacre à la guerre dans une résistance qui est absolument étonnante, que personne n'avait estimé à ce point-là, enfin personne non, il y a des gens qui le disaient, mais je me souviens au moment de l'agression, en février, le 22 février 2022, voilà, j'ai toujours un petit peu avec les dates, en février 2022, combien de personnes disaient que l'Ukraine ne pourrait pas tenir ? C'était effarant, c'était une méconnaissance totale de l'histoire, des enjeux, de ce qui était en train de se passer dans la société ukrainienne. Aujourd'hui, 3 ans et demi plus tard, les Ukrainiens sont toujours là en train de résister, et ils vont encore résister, parce qu'ils n'ont pas le choix. Et ils le savent, ils n'ont pas le choix, ils sont le dos au mur. Mais alors Patrick, il y a eu la Géorgie, il y a eu la Crimée. Là-dessus, il n'y a pas eu d'intervention internationale. Poutine a pu reprendre la Crimée. Maintenant, il veut prendre Kiev. Est-ce que son dessein, c'est de reconstituer l'ancienne Union soviétique, d'aller chercher, partout où il y a des russophones, de considérer que la Russie, c'est leur pays? Qu'est-ce qu'il a dans la tête exactement? Je pense qu'on ne peut pas réduire le dessein à cela. Ça peut faire partir du dessein, mais le dessein, je pense, il est plus fort que celui-là, en tout cas vu du côté russe, il est de réécrire l'ordre du monde international, l'ordre international. C'est la réécriture de l'ordre international que jusqu'ici, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, était fondée sur certaines normes de droit international. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient acceptées, même imposées, reconnues par toutes les nations. Aujourd'hui, non, cet ordre international est en train d'être fracassé de plein fouet, et c'est ce que fait Vladimir Poutine. Et il n'est pas le seul à le faire, parce que d'une certaine manière, lorsque Donald Trump revendique la possession du Groenland, lui aussi se met à fracasser cet ordre international. Donc on voit que c'est la remise en question de l'ordre international, et le dernier signe de cela, c'est cette réunion à Pékin, où l'on voit le président chinois Xi, entouré de Vladimir Poutine et du leader nord-coréen. Où quelque part, là aussi, c'est d'un point de vue symbolique, c'est l'affirmation d'un nouveau pôle de puissance et l'affirmation aussi revendiquée de « nous allons réécrire l'ordre international ». Et non seulement une affirmation, mais avec un sous-jacent, et nous en avons les moyens. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut comprendre de la relation dans ce contexte que tu décris entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Est-ce qu'ils sont adversaires ou est-ce qu'ils sont alliés objectifs, chacun voulant poursuivre des visées dans sa zone d'influence? Ils auraient plutôt tendance à être alliés objectifs, alors pour des raisons qui
qui peuvent sembler mystérieuses, mais en fait, ils sont pareils quelque part. Ouais. Quelles sont les différences au jour d'aujourd'hui? Lorsqu'on se pose la question des différences, de quelle manière Donald Trump respecte-t-il l'ordre institutionnel aux États-Unis? On le voit qui ne cesse d'enfoncer des barrières et des lignes jaunes pour mettre en place c'est encore trop tôt pour le formuler comme ça, mais d'ici un an ou deux, je ne sais pas, mais une sorte de verticale du pouvoir. Il y a une verticale du pouvoir qui commence à se dessiner aux États-Unis. La verticale du pouvoir, c'est les premiers mots qu'utilise Poutine lorsqu'il arrive au pouvoir en 2001 en Russie. C'est « je veux recréer la verticale du pouvoir ouais. ». C'est des principes de dictature, enfin le stalinisme, c'était ça. Ouais. Et donc il y a une certaine communauté d'esprit. Après, au-delà de cette communauté d'esprit qui est très forte, hein, parce que Donald Trump, on sent bien qu'il respecte la force, comme Poutine respecte la force. Enfin, ce sont des hommes qui ne raisonnent que par le rapport de force. Donc il y a cela. Et puis après, les limites de cela, ce sont les intérêts. C'est-à-dire que l'un et l'autre vont défendre farouchement leurs intérêts. Alors dans cette défense des intérêts, si on peut par moment arriver à transiger avec son adversaire pour qu'il lâche un bout de ceci contre moi je prends un bout de cela, on le fera. Mais ça sera très pragmatique. Le fondamental, c'est à la fois communauté d'esprit et en même temps défense des intérêts de chacun. Alors, ce qui s'est passé, il y a eu 2 épisodes cet été avant la coalition des volontaires à Paris. Il y a eu l'épisode d'Alaska, entre Trump et Poutine, et puis il y a eu l'épisode de Washington où finalement les chefs d'État et de gouvernement européens sont venus un peu comme ça, un peu comme à Canossa, très flattant Poutine, flattant Trump et Trump les flattant aussi, une sorte de jeu de rôle, de grandes pièces de théâtre dont on n'a pas bien compris ce qu'il en ressortait, mais pour le moment on a l'impression qu'il n'en ressort rien. Alors si on prend par étapes, Anchorage, est-ce que l'Alaska, est-ce que ça a été une avancée pour l'Ukraine ou c'était juste un jeu de rôle? Non, l'Alaska a été complètement neutre, à savoir que le point fondamental de l'Alaska, c'était le retour de Poutine sur la scène, puisqu'il était reçu avec les honneurs en terre. Et d'ailleurs, Trump s'est trompé plusieurs fois, ce qui est absolument affolant. Pour Trump, l'Alaska était russe. Donc c'est comme si Trump avait reçu Poutine en terre russe, alors que c'est les États-Unis. Enfin voilà, c'était absolument effarant de constater le niveau d'amateurisme des discussions. Il n'y a même pas eu de déjeuner qui était prévu. Enfin, voilà, à la fois, Poutine a pu faire signer son retour sur la scène internationale, avalisé par la première puissance, les États-Unis, et en même temps, sur le fond, il n'y a eu rien. Oui, il n'a rien ressorti. C'était complètement creux, si ce n'est la réaffirmation des objectifs de Poutine et de la Russie, avec un ton qui ne prête à aucune discussion. Et Trump qui se faisait petit garçon, qui écoutait, qui ne savait pas très bien quoi dire, et qui n'était même pas dans son rôle habituel, à savoir très déclaratif, très affirmatif. Il était très discret. On l'a analysé même comme un échec. Même si on voyait le body language, on voyait un Trump assez éteint, et un Poutine qui était très affirmé dans ses convictions. Complètement. Au moment de la conférence de presse, et à l'encontre de tous les usages, c'est Poutine qui a parlé le premier, pas Trump. Ça disait beaucoup. Et Poutine a parlé pendant 20 minutes, alors que Trump a parlé pendant quelques minutes. C'est ça. Tout était dit. Alors, à Washington, quelques semaines plus tard, on a un Trump très différent, donc en donneur de bons points, et qui laisse penser qu'il y aura d'abord une rencontre entre Poutine et Zelensky, ensuite entre Zelensky, Poutine et lui, et Emmanuel Macron dit mais il faudra aussi que ce soit quadrilatéral, quadripartite, pour qu'on puisse avoir la voix de l'Europe dans ces discussions. Donc on ressort de là, devant ce spectacle, en disant c'est formidable, c'est comme si c'était Noël au mois d'août, et puis finalement, depuis, rien du tout. Non, rien. Pourquoi ? Parce que l'objectif des Européens, lorsqu'ils sont allés à Washington en accompagnant Volodymyr Zelensky, c'était de le soutenir, de ne pas le laisser seul face à Trump, ayant en tête le souvenir de l'humiliation déjà subie par Zelensky dans le bureau de la Maison-Blanche. Donc il fallait le soutenir. Mais paradoxalement, ce soutien a donné une image qui était assez triste, c'est-à-dire qu'on avait Donald Trump dans son bureau de la Maison-Blanche avec les ors, enfin cette espèce de Capharnaüm
plus que Napoléon III, quoi. Enfin, il y a de l'or partout, il y a des drapeaux, très clinquant, c'est clinquant, bling, bling. Il y en a de tous les côtés. Et donc, Trump, derrière son bureau, en maître d'école, avec en face de lui, en demi-cercle, une petite dizaine de chefs d'État européens, avec Zelensky, qui était comme à la leçon. C'était triste, et ça allait, l'image allait à l'encontre du propos. Et donc, il y a une espèce d'ambiguïté, quoi, clairement, où l'Europe donne le sentiment, et peut-être pas que le sentiment, mais d'être toujours un peu à la traîne, à essayer de réparer le mal qui est fait, sans en avoir vraiment les moyens. Et pour l'Europe, c'était une image assez rude, assez terrible. Enfin, moi, en tant qu'Européen, Français et Européen, j'étais attristé, je ne peux pas le dire autrement. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait faire que les choses changent? Est-ce que cette guerre va continuer finalement? On a plus de 3 ans de guerre, mais est-ce qu'on se dira en février prochain, ça fera 4 ans et la guerre continue? Qu'est-ce qui pourrait la faire s'arrêter? En l'occurrence, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas moyen de l'arrêter. Le seul moyen de l'arrêter, ce serait qu'il y ait une volonté politique qui s'affirme clairement. Et on en revient à cette question de cessez-le-feu, accord de paix ou intervention de l'Europe. La vraie question, il y a 2 points qui sont clés. C'est est-ce que les Européens seraient prêts à déployer des troupes, encore une fois, pas forcément sur le front, mais dans les arrières ukrainiens, en soutien à l'armée ukrainienne, mais en Ukraine, ce qui serait un signe fort et très fort d'engagement européen et qui permettrait de créer le rapport de force. Et le deuxième point clé, c'est est-ce que les Européens pourraient être prêts à prendre le contrôle, à assurer le contrôle du ciel ukrainien. C'est une demande qui est faite depuis 3 ans et demi par Kiev. Il y a eu à un moment donné beaucoup d'annonces de livraison d'avions de combat, de F-16, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans le brouillard le plus complet. Il y a eu un certain nombre d'avions qui ont été livrés. Combien exactement, on ne sait pas, mais en tout cas, certainement pas à la hauteur des promesses qui ont été faites. C'est les 2 points qui permettraient en tout cas de créer un rapport de force. La difficulté pour les Européens, c'est que sur ces 2 points, ils ont besoin de l'assurance américaine, d'une garantie américaine qu'ils ne seront pas tout seuls. Mais là où je ne comprends pas, c'est lorsque les Européens placent d'abord la condition d'un accord de paix avant d'envisager d'aller plus loin. Et là, je retombe un peu sur tous ces atermoiements qui sont là depuis 3 ans et demi, c'est-à-dire que l'Europe a fini par s'engager quand même en Ukraine, là il ne faut pas non plus sous-estimer, mais à s'engager toujours avec un temps de retard. Lorsque l'invasion démarre, lorsque l'agression démarre, les Allemands, une semaine plus tard, vont livrer des casques à Kiev. Quelques casques. Voilà, et ce temps de retard n'a cessé, on est toujours en retard, on n'est jamais arrivé à prendre à un moment donné l'initiative, à affirmer une volonté. Et c'est ça qui est extrêmement dommageable à la question ukrainienne aujourd'hui. Parce que, encore une fois, il faut bien se rendre compte que ce sont des Ukrainiens qui meurent aujourd'hui, mais ils meurent pour défendre une idée qui est européenne. C'est une démocratie. Et là aussi, c'est quelque chose qu'il convient de saluer, c'est qu'après 3 ans et demi de guerre, ce pays est une démocratie, est toujours une démocratie, et a donné les preuves d'un engagement irrévocable de ce côté-là. Même les questions de corruption ont fait d'énormes progrès en temps de guerre. La lutte anticorruption en temps de guerre est devenue extrêmement importante en Ukraine. Donc à la fois, on voit une société qui est vraiment en mouvement, moi par moments je suis admiratif, qui est vraiment en mouvement et qui arrive à se réformer, mais profondément, et cette inertie de l'Europe face à cette société qui se réforme profondément et que l'on regarde presque passivement. Oui. Qu'est-ce qui ferait que Vladimir Poutine, non pas renonce, mais en tout cas s'assoit déjà à une table de discussion? Est-ce que c'est sur le terrain, avec des offensives ou des contre-offensives de drones, d'avions, donc qui pourraient à un moment donné le faire réfléchir, lui dire il faut qu'on arrête là parce que les frais sont trop lourds? Quel est le moyen de pression qui peut exister et qui peut l'exercer? Ça n'est qu'une question de rapport de force. Tant qu'il n'y a pas de création de rapport de force, il n'est pas envisageable que Vladimir Poutine s'assied à une table de négociation. Or, aujourd'hui, le rapport de force est inexistant. Les seuls à créer le rapport de force, ce sont les Ukrainiens. 40 millions de personnes contre un pays de 140 millions. Ce sont les seuls à véritablement inscrire un rapport de force. Alors, encore une fois, on les soutient, mais on les soutient relativement timidement, mais ce sont les seuls à créer le rapport de force. Donc, si l'on veut
me semble-t-il, arriver à la perspective de négociation, il faut créer ce rapport de force, ou bien verrouillant le ciel ukrainien au travers de forces aériennes européennes, soutenues par les États-Unis avec leurs moyens de renseignement et d'observation, ou bien en déployant quelques hommes, encore une fois, sur les lisières ouest de l'Ukraine, en signe de notre engagement. Mais c'est un signe. Mais là, vous commencez à créer un rapport de force. Mais tant que vous n'êtes pas dans la création d'un rapport de force, tant que vous laissez aux Ukrainiens tout seuls la charge de la création de ce rapport de force, eux vont résister, vont tenir, ils vont faire ce qu'il faut, mais à eux seuls, ils n'ont pas la capacité de créer ce rapport de force. Oui. Est-ce que ces épisodes de guerre que vit l'Ukraine depuis des années, maintenant, est-ce qu'ils auraient pu être empêchés bien avant, c'est-à-dire s'il y avait eu de la part de l'Europe une volonté d'écouter Poutine? C'est un peu ce que dit Dominique de Villepin. On aurait dû lui tendre la main bien avant et entamer des discussions, l'écouter, plutôt que d'être tout de suite dans un refus, mais un refus passif. On a loupé le coche avec Poutine avant, je parle de ça il y a 15 ans, même avant la Crimée, peut-être même avant la Géorgie. Je pense qu'on n'a pas écouté Vladimir Poutine, mais absolument pas pour les raisons énoncées par Dominique de Villepin. Moi, j'étais correspondant en Russie pendant 4 ans, même plutôt 5 ans. Le discours de Poutine a toujours été articulé sur le rapport de force. Et je voyais bien comment les Européens, lorsqu'ils allaient en Russie, y allaient de manière faible. Parce qu'il y a un discours qui a toujours été là, extrêmement rude, agressif de la part de Moscou. Et je n'oublie pas qu'au début, les premières déclarations d'Emmanuel Macron, après l'agression ukrainienne, c'était « il ne faut pas humilier la Russie ». Qui témoignait justement de l'approche que revendique Dominique de Villepin. Or, non, c'est pas la bonne approche, c'est simplement ça. C'est pas parce qu'on va tendre la gamelle à la Russie qu'elle va prendre la gamelle. On est au-delà, c'est une volonté affirmée de puissance. Il faut le reconnaître pour ce qu'elle est. Et cette volonté de puissance, elle n'est pas discutable avec Moscou, elle ne peut être contrecarrée que par un rapport de force. Toujours, et tant qu'on évite cette question-là, je crois qu'on est dans le déni. Oui. Quelle est l'image du président Zelensky en Ukraine ? Est-ce qu'elle est contestée ? Est-ce qu'elle est fragilisée ? Au contraire, ces 3 années de guerre l'ont renforcée dans son pouvoir et dans la perception qu'on a de lui. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une double image, en quelque sorte, pour Zelensky. Il y a l'image qu'il a en Europe, où en fait c'est une incarnation. Et Zelensky est l'incarnation de la résistance de son pays. C'est un homme au parcours assez étonnant, c'est un homme courageux, c'est un homme solide. 3 ans et demi, il est toujours là, il est toujours accroché, enfin il est toujours avec des intentions claires, mais c'est surtout une incarnation. Et moi, lors de mes différents séjours en Ukraine, où j'y étais 5, 6 fois, je ne sais plus, 7 fois, en passant à chaque fois beaucoup de temps, ce qui est assez fascinant, c'est que jamais personne ne m'a parlé de Zelensky. Dans le sens où, oui, il est là, il fait son boulot, c'est très bien, mais c'est nous qui l'avons envoyé là, il fait son boulot, il n'y a rien de spécial à dire, puisqu'en fait, il nous écoute. Il est à notre image. Et donc, ce n'est pas un sujet de discussion. On ne vient pas dire il a fait ceci ou cela. Enfin, il n'y a pas de discussion. Il fait le job, il le fait bien. Donc, tant qu'il le fait, il n'y a pas de discussion. Et ça, c'est assez fascinant parce qu'on constate qu'en Ukraine, on n'est pas du tout dans le fonctionnement de la société française où en France, on tend le regard toujours vers l'Élysée. Comme si les augures arrivaient de l'Élysée ou de Matignon. En Ukraine, la société s'est mise en branle, mais par le bas. Et toute la lutte pour la corruption, par exemple, elle passe par le bas. J'ai passé beaucoup de temps dans un cimetière. Ce sont les veuves de guerre qui voyaient que ceux qui s'occupaient d'un cimetière vendaient parfois des tombes, qui ont protesté, qui ont fait virer les gens. Et toutes les réformes sont parties du bas. Et Zelensky, en fait, n'a fait qu'écouter cette société qui appelait la réforme. Et on ne regarde pas le haut avant d'agir. C'est comme ça aussi que s'est créée, mise en place l'armée ukrainienne. La première base de l'armée ukrainienne, ce sont des unités de volontaires. C'est pas un ordre venu d'en haut qui dit « Allez les gars, mettons-nous en ordre, on va défendre le pays ». Ce sont les gens en bas qui ont pris leurs armes, leurs fusils, etc., dans tous les villages, qui ont constitué des unités de volontaires et qui sont partis. Et donc, par rapport à notre culture française, on est presque sur un raisonnement
inversée. Inversée, oui. C'est une société qui part d'en bas. Et Zelensky incarne cette société. Et son histoire est aussi l'incarnation de cette société. Ouais. Un homme qui est parti d'en bas, un homme populaire, qui était un clown au début, enfin qu'on avait tendance, j'exagère un peu, humoriste, pas un clown, un humoriste, Ouais. qui faisait rire, qui lançait des saillies, voilà, et qui est passé dans le rôle de président. Et avec quelle force et quelle résistance, et quel courage aussi. Oui. Et ça, c'est incroyable. Et en fait, l'Ukraine, si on accepte de regarder un peu les choses, nous donne des leçons en permanence. Mais on fait un peu les trois singes, quoi. On se bouche les oreilles, les yeux, on ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, mais il y a beaucoup de leçons qui nous sont données au travers de l'Ukraine. Et même sur d'autres plans, même d'un point de vue technologique, ce sont les Ukrainiens qui ont développé la guerre avec les drones et qui ont mis en place des procédures auxquelles nous n'avions pas pensé auparavant. Enfin, voilà, on voit une société inventive, en marche, prête à se réformer et à tout le temps innover, et nous, l'Europe, on les regarde. Oui. Merci Patrick. Merci.